Marie Globe, vous êtes conservateur des monuments historiques. Je vous laisse tout de suite entamer votre propos pour ne pas grignoter sur votre temps de parole. Il vous reste 7 minutes, malheureusement. Merci beaucoup. Bon, donc on va faire efficace. De toute façon, je n'avais pas prévu de parler très très longtemps. Juste sur la question de la protection au titre des monuments historiques, ce qu'elle engendre comme conséquence sur les édifices, mais aussi sur la question du mobilier qu'on n'a pas évoqué depuis ce matin et qui me semble être quelque chose de, quand même, auquel il faut, en tout cas qu'il ne faut pas oublier. La protection au titre des monuments historiques est née des bouleversements provoqués dans la société française à la suite de la Révolution, de l'accentuation du phénomène urbain et de la modernisation du pays. N'oubliez pas que la création des voies de chemin de fer et des canaux, ça constitue aussi la destruction d'un certain nombre d'édifices. Soit dit en passant, cette période voit déjà la réaffectation d'un certain nombre d'édifices du culte, conventuels ou paroissiaux, liés à la confiscation des biens du clergé. Vous avez ici l'abbatiale de Pont-à-Mousson et le couvent donc vous voyez extérieur-intérieur, avant restauration, et la chapelle du couvent de la Visitation à Nancy, actuellement lycée Poincaré. L'idée selon laquelle il faut conserver les traces du passé comme témoins d'une histoire révolue aboutit à la création de la Commission des monuments historiques en 1837, chargée de classer par ordre d'urgence les projets qu'il faut financer pour conserver les édifices. Et c'est l'embryon d'une administration qui se dote en 1887 d'une première loi réglementant son activité, bientôt suivie d'une seconde, comme vous l'a dit Jean-Pascal, qui l'ouvre aux biens privés et aux objets mobiliers, la fameuse loi de 1913, à présent codifiée dans le Code du patrimoine. Donc ce texte fondateur, qui a été complété tout au long du XXe siècle, permet le classement puis l'inscription au titre des monuments historiques pour leur intérêt artistique, historique, technique ou ethnologique, et confère à l'administration, donc la DRAC, on pourra aller vite, garante de sa protection, ce qu'on appelle le contrôle scientifique et technique sur les projets, sur les travaux projetés sur ces édifices, y compris quand ils changent d'affectation. Ce contrôle scientifique et technique est assorti, le cas échéant, d'une aide financière. Et l'administration est par ailleurs responsable de la protection au titre des monuments historiques. Protéger un édifice au titre des monuments historiques engendre une obligation de conservation, bien sûr, ce qui va dans le sens de ce qu'on a vu ce matin, la loi de 1905 et celle de 1908, et suppose donc une forme de respect de l'intégrité de l'édifice dans sa forme et dans l'authenticité de sa construction, si possible. Et bien sûr, cet idéal est à nuancer, puisqu'on sait très bien que la cathédrale de Paris, revue et corrigée par Viollet-le-Duc, n'a plus forcément beaucoup de pierres du XIIIe siècle. Par ailleurs, on nage parfois en pleine schizophrénie, puisque cet idéal de conservation d'un état authentique est en contradiction avec l'idée d'un nouvel usage, si l'on veut faire vivre l'édifice, puisque un édifice qui est conservé est d'abord un édifice qui a un usage et qui vit, puisque conserver un édifice vide coûte tout simplement trop cher. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, les services de l'État sont à même de comprendre les nécessaires évolutions d'un édifice afin d'en préserver non pas son authenticité strictement formelle, mais son essence. Ce qui importe, c'est ce qui a été dit, je crois, depuis ce matin, c'est la qualité du projet dans le respect de l'existant. Voilà, je voudrais juste, pour finir, vous donner un certain nombre d'exemples d'édifices, d'églises, qui sont désaffectés du culte et ou désacralisés et qui sont protégés au titre des monuments historiques. Voici l'église de Crune de Fernand Fillot, 1930 pour les Vindel, avec à l'intérieur, vous voyez, ce mobilier et ce décor ici de plaques d'aluminium peint par un peintre que j'affectionne beaucoup, qui est Nicolas Untersteller et qui est protégé au titre des monuments historiques avec l'édifice. Ce qui veut dire que lorsque le propriétaire privé qui a racheté cet édifice pour en faire un studio d'enregistrement, eh bien, il doit faire avec ce décor qui raconte l'histoire de Saint-Nicolas et Sainte-Barbe, et ce n'est pas forcément évident. Bon. Est-ce qu'il faudra faire évoluer cette protection pour permettre la conservation de ces plaques? La question mérite d'être posée. Autre édifice qui ne sert plus au culte pour l'instant et qui, je crois, mais là je m'avance peut-être, est en vente, qui appartient au diocèse, c'est Sainte-Jeanne d'Arc de Lunéville, construite en 1910-1911 par Jules Criqui, avec ses merveilleux vitraux à l'intérieur qui racontent les épopées de la ville de Jeanne d'Arc. Et vous comprenez bien que se rendre propriétaire d'un édifice qui a des verrières aussi belles et qui sont protégées au titre des monuments historiques avec l'édifice, c'est une contrainte en termes de projet. Saint François d'Assise, à Vendeuvre, dont nous parlait Gaël Pérodin ce matin, vous avez une vue extérieure, une vue intérieure, elle est classée au titre des monuments historiques.
Et vous voyez l'aménagement intérieur qui se compose d'une tribune haute, d'un grand espace avec les bancs, et puis là on est derrière le chœur, on regarde vers la tribune. Donc cet édifice est actuellement en vente et il me semble urgent que cet édifice soit vendu et que l'on lui trouve un projet, parce que sinon il va s'abîmer et faute d'entretien, il sera de plus en plus difficile de le conserver dans sa structure. Par ailleurs, la DRAC, l'UDAP et la CRMH avons réfléchi à un cahier des charges minimum, d'exigence minimum que l'on exigerait du prochain repreneur pour conserver néanmoins à cet édifice ses qualités. Autre édifice, celui-ci du XVIIIe siècle, protégé au titre des monuments historiques et qui n'est plus un édifice du culte, mais qui a ensuite été un cinéma et puis maintenant qui sert de locaux techniques à la ville de Saint-Nicolas-de-Port, c'est la chapelle du couvent Notre-Dame, avec ce superbe plafond peint qui a des très rares plafonds peints d'André Joly conservés en Lorraine, un décor plafonnant typique de cette période, qui pour l'instant, je dirais, est conservé par son usage de garage. C'est pas très glorieux, mais c'est mieux que rien. Et puis ici, enfin pour finir, Saint-Vincent de Metz, qui elle a été désaffectée du culte. Vous avez la façade extérieure et l'aménagement intérieur avec cette traditionnelle rangée de bancs et maître-autel au fond, qui est devenu un lieu culturel de la ville de Metz, et avec cet événement, la messe électronique. Alors, est-ce une bonne façon d'imprimer les choses? Je ne sais pas. Vous avez une photo de ce qui s'est passé durant cette messe électronique. On y fait actuellement des expositions d'art contemporain avec ces animaux d'une artiste japonaise. Vous voyez que le mobilier a été conservé en place. Voilà. Simplement encore quelques photos de mobilier insigne dans les églises du Grand Est, et notamment en Lorraine, qui sont celles que je connais le mieux. Ici, un tableau de Claude Bassot près de Saint-Dié, dans les Vosges. Non, pardon, là, c'était pas Saint-Dié, c'était Coinches. Autre retable de Claude Bassot dans une chapelle au-dessus de Saint-Dié. Une mise au tombeau dans l'église de Neufchâteau. Et puis, du mobilier... Alors, jusqu'à présent, voilà, là, on a du mobilier qui est très peu, je dirais, cohérent avec l'édifice, mais qui est tout à fait insigne et dont, évidemment, protégé au titre des monuments historiques et dont on ne peut pas se séparer sans une certaine procédure et sans y faire attention. Après se pose la question des édifices qui ont été créés avec leur mobilier. Je pense notamment à l'église Saint-Èvre de Nancy, avec ses stalles néogothiques, ses hôtels néogothiques de Clem, et puis d'un autre artiste de Munich, dont j'ai oublié le nom. Et puis, et puis à droite, si vous avez l'église de Plombières-les-Bains, également un édifice néogothique avec un mobilier très cohérent et complètement néogothique. Et là, séparer le mobilier de l'édifice, écoutez, c'est démembrer quelque chose qui avait été voulu comme homogène, et c'est un peu plus gênant, mais bon, ça reste faisable. Voilà, je vous remercie. Merci, madame. Et je suis ouverte à toute question. Marie-Gloire, monsieur Lemeunier, merci beaucoup de vos interventions et de vos points de rappel concernant la protection de nos monuments historiques et de leur mobilier.